Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le mois de mai, le mois des fleurs. Nous l'avons inauguré ce mois avant-hier avec un bouquet de muguets. Il sera placé sous le signe des pivoines bientôt. Merveilleuses pivoines satinées, généreuses. En attendant, l'efflorescence des iris qui ne saurait tarder là maintenant. Je sais que dans certains jardins, les iris sont déjà sortis, mais en mai, nous assistons aussi à la floraison des roses. De la rose, si je puis me permettre de singulariser la reine de toutes fleurs. L'éclat, la beauté, le parfum, la vigueur, l'ancienneté, l'exotisme, la perfection de la rose en font une fleur à part, la fleur des fleurs, fichée à profusion sur un arbuste épineux, ce rosier qui descend de l'églantier. Alors, il y a un roman qui vient de paraître, de fleurir devrais-je dire. Un roman vient de fleurir en ce mois de mai. C'est le Liber Rosae, le livre des roses du cher Philippe Séguy. Un roman médiéval où l'on voit la rose de Damas dans sa splendeur inédite, dans ses senteurs inconnues du royaume des Lys. On voit cette rose de Damas venir s'acclimater à Provins, en Champagne, sous l'égide d'ailleurs d'un personnage célèbre du Moyen-Âge, le fameux Thibaut de Champagne. Cette Flos Florum, cette fleur des fleurs, le comte de Champagne, est allé la découvrir en Terre Sainte, à Damas, où il aura été l'hôte du sultan Malik al-Sali. Et je cite ici Philippe Séguy. Le cœur battant des jardins célébrait à chaque heure la fleur suprême. Domptée, la nature s'organisait sur 3 étages et celui consacré aux fleurs occupait le centre d'une centaine de pieds. Encerclés d'orangers et de citronniers, de figuiers, eux-mêmes surplombés par des palmiers, apparaissaient hibiscus, jasmin, datura, œillets, souvent venus de Perse ou de Chine. Au centre, des dizaines et des dizaines de rosiers, exclusivement blancs et rouges, s'organisant selon une figure qui semblait destinée à l'aquarelle. Les teintes de crème de lait, de blanc rosé et d'ivoire se mêlaient à l'écarlate puissant, au pourpre intense, et chaque couleur ricochait sur l'autre. Les boutons ronds, légèrement crispés, patientaient avant l'éclosion, les pétales des roses, gaufrés, bouillonnés, parfois crépus, semblaient s'effondrer au moindre souffle. Ce trésor, voici qu'il va faire florès donc pour donner naissance à Provins en Champagne, à la plus infinie collection de trésors vivants, vivaces et remontants. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors d'où vient-elle à l'origine, cette rose qui devait tant fasciner les poètes et les peintres, de l'Orient bien sûr, où elle aura poussé d'abord du Caucase oriental, dans le Kurdistan, dans le Farsistan, au pays même du paradis terrestre. C'est là qu'elle a poussé avec la plus grande abondance, et l'on sait qu'ensuite la Perse entière deviendra le royaume des roses. Pierre Loti en parlera tellement, bien sûr, entre autres. La légende sur l'origine de la rose, ce n'est pas la légende, ce sont des légendes. Il y en a des quantités. Chez les Grecs, on disait qu'Aphrodite, et on disait la même chose de Vénus chez les Romains, Aphrodite aurait donné naissance à la rose quand de son pied blessé étaient sorties quelques gouttes de sang. On dit aussi qu'Adonis, le berger Adonis, vous savez, avait été tué par un sanglier et que son sang s'était renversé sur du gazon et qu'il avait fleuri et que c'était devenu les roses. Ça, c'est pour l'Antiquité païenne qui a fait, vous savez, notamment, pensez aux roses de Capoue à l'époque romaine, qui avait fait des roses une sorte d'emblème d'art de vivre. Pour le christianisme, c'est le sang du Christ qui, en ruisselant de la croix, aurait sinon créé, du moins infiniment embelli, la fleur d'origine qui s'appelait l'églantine. On a encore aujourd'hui de ces rosiers sauvages, d'ailleurs, qui sont très délicats, très fins, un peu fragiles aussi parfois, mais qui, sans présenter la splendeur des roses de bouture, n'en sont pas moins le témoin de ce que le printemps peut offrir de plus efflorescent, parce que ça pousse partout dans tous les sens, et que surtout, ces petites roses, elles sentent bon. D'après le livre sacré de Perse, la rose, comme tous les arbustes, aurait été créée sans épines. Ce n'est que depuis l'apparition d'Ahriman, le génie du mal, c'est depuis ce moment-là qu'on poussait des aiguillons.
Toutes les religions, vous savez, ont cherché à donner une âme à la rose. Les musulmans disent qu'elle est née d'une goutte de sueur de Mahomet. Un message du ciel à la terre, en quelque sorte. Tous les mystiques, d'une façon ou d'une autre, ont eu un lien avec non seulement la couleur et la splendeur des roses, mais aussi avec leur parfum. Lorsque Dieu ou la Vierge veulent témoigner de leur bienveillance à un saint, à un roi, à une reine, lorsqu'ils veulent consoler un pécheur, ils envoient des roses. On connaît notamment, enfin je dis on connaît, plus personne ne connaît aujourd'hui, mais c'était la grande légende de Théophile et de Sainte Dorothée notamment. On pourrait dire un mot de Tannhäuser, aussi bon chevalier qui désirait voir toutes les merveilles du monde et qui, poussé par la curiosité, n'a pas craint de pénétrer dans la montagne habitée par une déesse du paganisme, Vénus. Il entre donc dans le Vénusberg, vous savez évidemment, et c'est le chemin vers l'enfer qu'on est en train de décrire là. Et il va rester une année entière, auprès de l'enchanteresse. Pourtant, après de longs efforts, il arrive à s'enfuir du royaume souterrain et plein de repentir, il va jusqu'à Rome trouver le pape pour obtenir l'absolution de son péché. Et le pape, qui tient à la main un bâton sec, fiche son bâton en terre et dit: aussi bien que ce bâton peut porter des roses, tu peux obtenir la grâce de Dieu. Tannhäuser repart complètement désespéré, puisque Dieu le rejette, semble-t-il. Il retourne auprès de Vénus. 3 jours passent et au 3e, voici que sur le bâton du pape se mettent à pousser des roses. Et le pape, émerveillé, va envoyer par tout pays des émissaires pour essayer de se comprendre, de savoir ce qu'est devenu Tannhäuser. Il était rentré dans la montagne pour jusqu'au jour du jugement, et à cause de cela, le 4e pape aurait été perdu pour l'éternité. C'est en tout cas ce que dit la légende, une des très nombreuses légendes sur le sujet. Vous écoutez Radio Classique. Il y a une belle histoire, c'est l'histoire de Margon et Lisanne dans un roman médiéval qui s'appelait le roman de Perceforest. Ce Margon était un jeune homme vaillant, de condition humble, qui avait épousé la belle Lisanne, fille d'un des seigneurs les plus puissants de la Grande-Bretagne. Évidemment, à cause de sa pauvreté, il avait du mal à pouvoir demander Lisanne en mariage, mais il y a tout de même quelque chose qui le retenait, c'était son grand amour pour elle et la crainte des dangers que la pauvre pourrait subir. Et Lisanne l'avait rassuré en lui donnant renfermée dans une boîte d'ivoire une rose de telle nature que s'il advenait qu'elle ait une occasion de mériter un reproche de sa part, bref, si elle le trompait, la rose deviendrait toute sèche. Au contraire, tant qu'elle demeurerait fidèle, la rose resterait fraîche comme si elle avait été cueillie directement sur le rosier. Bon, Margot a été rassuré. Il s'est rendu auprès du roi Perceforest, dont il a bientôt gagné les bonnes grâces. Seulement, la faveur dont il jouissait ne lui a pas fait oublier sa chère Lisanne. Et plusieurs fois le jour, on le voyait qui se retirait à l'écart, qui ouvrait un petit coin de la boîte et qui contemplait la rose, qui avait l'air toujours aussi fraîche, toujours aussi épanouie. Or, voilà que 2 chevaliers de la cour d'Angleterre, jaloux du crédit de Margon, se sont mis à épier ses démarches et à l'accuser auprès du roi de pratiquer quelques sortilèges. Quand Perceforest eut appris de la bouche de Margon pour quelle raison celui-ci se retirait aussi souvent pour aller voir ce qui se passait dans cette petite boîte, il n'en eut que plus d'estime pour celui qu'il arma purement et simplement chevalier. La jalousie contre Margon est devenue de plus en plus forte. À la cour, ses ennemis sont partis vers son château pour ruiner son bonheur. Ils sont allés chercher la belle Lisanne, mais la rose, dans la boîte d'ivoire, dit la légende, ne se fana jamais. On pourrait multiplier
les références aux œuvres littéraires, notamment médiévales, notamment de cette période que nous raconte Philippe Segui dans son livre des Roses. On pourrait multiplier les références. Évidemment, il y a le roman de la Rose, ce roman de la Rose, véritable monument littéraire du XIIIe siècle, qui a été constamment reproduit jusqu'à la Renaissance, recopié sans cesse. Il avait été commencé en 1237 par Guillaume de Loris, et puis continué 40 ans plus tard par Jean de Meun, comme s'il y avait une sorte de premier étage du roman de la Rose sur lequel est construite une autre architecture infiniment plus raffinée d'ailleurs. Très long poème de 37 000 vers qui a été traduit à l'époque dans toutes les langues et qui, d'une certaine manière, est un grand bréviaire de l'amour sous toutes ses formes. On pourrait parler également du roman Tristan et Iseult. Je vous parlais de Margon et Lisanne parce que c'est moins connu, mais Tristan et Iseult, c'est pas mal non plus. Vous connaissez l'histoire de Tristan de Léonois, fameux chevalier d'Angleterre, neveu du roi Marc, qui vient en Bretagne chercher la belle Iseult qui a été destinée à son oncle et roi, qui doit mener Iseult pour la marier au roi. Il la connaît déjà parce que quand ils étaient beaucoup plus jeunes, elle avait pansé ses blessures un soir de bataille. Et quand Iseult a revu Tristan, elle a été tellement éprise qu'elle a demandé plutôt que un poison, parce qu'elle avait une servante qui manipulait toutes sortes de substances dangereuses, au lieu de lui demander un poison pour quitter ce monde et échapper au triste destin qui était le sien, elle lui a plutôt demandé un filtre d'amour, à moins que ce ne soit la suivante qui ait mis le filtre, à moins même qu'elle n'ait mis le filtre par mégarde dans la boîte du poison. Toujours est-il que le boire va rendre la princesse Iseult et le chevalier Tristan absolument inséparables. Et quand il descend, Tristan sera bien sûr assiégé par les soldats de son roi d'oncle, par les soldats du roi Marc. Il succombera sous le nombre, mais Iseult voudra mourir avec lui. Vous connaissez évidemment cette histoire. On pourrait raconter 1000 et 1000 histoires de roses. Il y a eu un type de rose dont je voudrais vous dire un mot tout de même, c'est la rose d'or. La Pentecôte, dans le calendrier romain, s'appelle la Pascha Rosata, la Pâque des roses, d'où l'ancien usage de donner ce jour-là aux princes des roses en or. Si les princes étaient très vertueux, s'ils étaient très pieux, le souverain pontife les désignait d'une rose d'or, attribuée donc chaque année par le pape. La rose d'or était décernée le 4e dimanche de Carême, et peu à peu, ce ne sont plus des rois mais des reines, ce sont des souveraines distinguées par leur vertu qui ont reçu la rose d'or. Cette rose, elle peut aussi être décernée à un sanctuaire, et c'est le cas de nos jours. Le pape Jean-Paul II en a décerné 9, le pape Benoît XVI 18, le pape François V pour le moment. La dernière personne physique qui ait reçu une rose d'or, c'était la grande duchesse Charlotte de Luxembourg. Nous allons aller respirer dans un instant d'autres roses nettement plus vivantes que les roses d'or. Franck Ferrand sur Radio Classique. Rentrons à Provins, où la légende, donc en Champagne, où la légende veut que vers 1240, de retour de croisade, donc Thibaut IV, comte de Champagne, ait introduit cette rose d'excellente qualité qu'il rapportait de Terre Sainte. Il y avait déjà une rose à Provins, mais qui était cette espèce de petite rose directement issue de l'églantier. Vous voyez, les croisements avec la somptueuse rose de Damas allaient produire de véritables merveilles. Les roseraies de Provins deviendraient célèbres et l'utilisation de la rose serait extrêmement fréquente en médecine à l'époque. Il faut préciser que l'on a fabriqué avec ces roses de Provins toutes sortes d'onguents, de potions, etc., qui étaient réputées dans tout l'Occident. Si j'en crois Charles Cochet, qui était un horticulteur et historien de la rose, justement, au début du XXe siècle, dans les années 1930, il a contesté cette légende de la rose de Provins, en disant que le comte de Champagne n'avait pas importé la fleur en France, puisque cette rose de Provins, en réalité, c'était la Rosa gallica, qui était déjà courante en France. Il est quasiment certain qu'il y a eu un apport oriental. Est-ce que c'est Thibaut de Champagne? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a eu l'apport des somptueuses roses de Damas à la beauté et à la splendeur des roses de Provins.
Dès la fin du XVIIIe siècle, Christophe Haupois se plaignait que des roses rouges de toute provenance usurpaient la rose de Provins en pharmacie et que désormais, quand on achetait de la rose de Provins, eh bien, on se faisait avoir. Les roses utilisées au début du XIXe siècle par les parfumeurs parisiens n'étaient plus, disons-le, des roses de Provins, c'était de pures et simples roses de Damas cultivées à Puteaux, tout simplement parce que Puteaux c'était plus près de la capitale, c'était plus pratique que Provins. Alors, on faisait donc avec ces roses de Provins toutes sortes de remèdes. La recette, elle a été donnée par deux médecins, Charles Estienne et Jean Liébaud, en 1583. Elle consistait à distiller de l'eau de rose de Provins avec des roses blanches dans des récipients en verre et non pas en plomb, pour pas que ça gâte l'odeur et la saveur des fleurs. Et ce sirop de rose, il était souverain, dit-on, contre les maux de ventre, contre les fièvres tierces, contre la jaunisse aussi et certaines maladies de cœur. Les Provinois faisaient de tout cela un médicament qu'on appelait la conserve liquide, mais il existe aussi une conserve sèche. Alors là, franchement, la conserve sèche, je ne crois pas qu'elle serve à grand-chose, mais c'est la foi qui sauve. Parfois, d'une certaine manière, c'est la croyance qu'on peut avoir dans les vertus de la rose. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans son livre des roses, où il nous raconte toute l'aventure de l'acclimatation de la rose de Damas à Provins, voici ce qu'écrit Philippe Séguy. Il nous présente, en tout cas, il va présenter sa rose à la reine Blanche de Castille et à son fils, le roi Saint-Louis. La plus incomparable de ces fleurs, écrit-il, semblait consciente de l'être. Morgiane, qui est le personnage essentiel du roman, l'avait fichée vers la gauche du bouquet. Elle n'attirait pas seulement l'œil, mais le corps entier, comme une femme, comme l'amour. Sa corolle, large, abondante et drue, cachait son cœur. On n'apercevait que le réseau dense des pétales, leur alignement, leur dessin et le velours de leur peau, plus épais que la soie, aussi léger qu'elle pourtant. La reine Blanche murmura « Seul Dieu peut faire ce miracle ». Nul n'osa ajouter un mot. La reine approcha sa main du doigt, elle fit le tour de la rose, alla de sa base à son centre, tenta de l'ouvrir du pouce et de l'index, elle eut peur de l'altérer comme un visage. Vint le roi Louis. Il salua sa mère, qui l'embrassa au front, puis Thibaut de Champagne, sa suite. Il n'eut pas un regard pour Morgiane. Il dit « Ma mère », Blanche ne lui laissa pas le temps d'achever. « Mon fils, regardez ». À son tour, Louis pencha son corps si mince sur le bouquet de roses rouges. Il ferma les yeux et parut rajeunir comme un enfant qui dort. À son tour, il devina ce que la fleur imprimait dans son cœur, un ordre lancé de ne pas mourir, de ne jamais se flétrir, éternel. Alors, il parla. Il parlait si doucement que tous durent tendre l'oreille afin de comprendre. La reine demanda plus tard « Doit-on attendre qu'elle s'ouvre encore ?» Thibaut indiqua Morgiane de son menton. La jeune femme hésita 1 ou 2 secondes, puis elle répondit « Dame, j'ai besoin d'un bol et d'eau pure, tiède. » Des regards en croisèrent d'autres, mais l'ordre fut donné de contenter cette fille. Un des moines quitta la chambre et lorsqu'il reparut, il tenait un plateau. Avec précaution, les yeux baissés, il le tendit à Morgiane. Elle prit la rose entre le majeur et l'index, en rompit la tige. Blanche et le comte de Champagne, le roi des hommes, la suite comtale, tous firent « Oh !» en même temps. Et Morgiane plaça la rose dans le bol, la baigna dans son entier. De ses doigts, elle la pétrit comme si, progressivement, elle voulait boire cette eau. La rose consentit à doubler de volume. Son cœur était désormais visible. Elle flottait dans le bol à présent et le recouvrait de tous ses pétales ouverts. Vous écoutez Radio Classique.